L'année 2024 commence bien pour les femmes de Saint-Cassé. Nous sommes à l'extrême nord du Togo. Pour preuve, une campagne de dépistage et de prise en charge des affections du sein et de l'appareil génital est organisée à leur endroit. Une bonne nouvelle car on sait quelles sont les ampleurs de ces affections de nos jours. Pour en parler sur ce plateau, nous recevons le docteur Yannick Avogbedo. Il est gynécologue obstétricien à l'hôpital Brown de Saint-Cassé. Docteur Avogbedo, bienvenue. Merci, monsieur Issifou. Merci d'avoir fait cette longue route pour venir nous parler de cette mission ici à Lomé. J'espère que le voyage a été très fatigant, mais ça va. Je tiens le coup. Ah ben oui, c'est vrai que c'est à plus de 600 kilomètres. J'avais fait donc la route pour arriver. Pour la bonne cause, histoire de nous édifier mieux sur ce qui se passe à l'hôpital Brown. C'est une campagne qui n'est pas à sa première. On verra tout ça dans cette émission. Mais avant, je propose que nous écoutions quelques dames qui ont pu être dépistées. Certaines d'entre elles ont même bénéficié d'une certaine prise en charge déjà. Nous allons le voir. Vous n'êtes pas seul. Il y a d'autres spécialistes aussi qui vous ont accompagnés, qui sont arrivés. On va voir un peu ce qui s'est passé déjà ces premiers jours. Je précise que ça a commencé depuis le 15 janvier 2024 et la campagne va se poursuivre jusqu'en février. Nous allons donner toutes ces précisions après cet élément. Sinon, je souffrais d'un mal là, depuis un longtemps. Je ne savais pas. C'est à travers Brown là qu'ils ont découvert que j'avais cancer de col de l'utérus et ils m'ont opéré. J'étais là lors de l'opération, ça s'est bien passé. Même j'avais suivi l'opération de choses, on appelle ça la césarienne. Et là-bas, mon ventre n'était pas bon. On avait gâté mon ventre. Bas ventre là, il y avait un grand trou. Donc, grâce à Brown là, ils ont arrangé. Mon ventre là, ils ont arrangé. Actuellement, mon ventre est bien plat. Et l'opération était très, très, très bonne. Et j'étais bien accueillie aussi. Sinon, moi, j'ai trouvé ça le meilleur. J'ai trouvé ça le meilleur. Et actuellement, je ne souffre plus de rien. Je suis bien. Je suis bien. Donc, je conseille d'autres femmes, si quelqu'un a même souci comme moi ou bien autre chose qui la dérange, je la conseille de venir ici. L'hôpital Brown là est meilleur. Il n'a qu'à venir. Il y a les aides aussi, on les apporte. Donc, la personne n'a qu'à venir. Alors, docteur Avogbedo, nous avons écouté ces femmes à qui vous redonnez un espoir parce qu'on sait très bien ce que c'est que le poids de ces affections. Nous allons en parler tout à l'heure. Vous nous direz de quoi il a été concrètement question. On sait que les cancers du sein, les fibromes et tout ça, c'est ça qui, enfin, c'est juste ce poids-là que vivent certaines de nos femmes, surtout dans ces régions-là où, en réalité, l'accessibilité à la fois financière et géographique à ces soins reste quand même un chemin de croix. Alors, cela se passe à l'hôpital Brown de Saint-Cassé. On en parle souvent, mais c'est un hôpital finalement qui fait parler de lui en matière de ces genres de campagnes foraines. C'est quoi comme structure, c'est quoi comme centre, c'est quoi comme, disons, on va dire hôpital de prise en charge? Comment cela se présente pour que vous puissiez faire tout ce que vous faites là-bas? Bien. Merci, monsieur Sifou. Avant de commencer, permettez-moi de remercier le docteur Serge Michel Kodom et tout son staff pour le grand travail que vous abattez afin d'informer la population sur les maladies qui nous menacent. Bien, l'hôpital Brown de Saint-Cassé, c'est un centre privé à but non lucratif et à vocation humanitaire. Il tient son nom de la famille fondatrice, la famille Brown, qui est une famille allemande. C'est un centre qui a été, qui se situe dans la région septentrionale du Togo, c'est au Grand Nord, et grâce à une collaboration qui a été faite entre cette famille et l'ONG IT Village. L'ONG IT Village qui est présidée par Monsieur Étienne Dablé. C'est une ONG qui est à Dapan. Donc c'est grâce à cette collaboration que l'hôpital a vu le jour, n'est-ce pas, avec l'autorisation du gouvernement togolais. Bien évidemment. Donc c'est un centre de référence de niveau 2
qui dispose de médecins généralistes qui sont présents 24 heures sur 24. Nous avons des médecins spécialistes, notamment un spécialiste en radiologie et imagerie médicale, une pédiatre, un chirurgien, une cardiologue, un rhumatologue et un médecin gynécologue en mon nom personne. Ok. Voilà. Donc, c'est un centre qui a un matériel de pointe, il faut le dire, parce que nous disposons d'un scanner de 32 barrettes. Ah oui. Oui. Et il y a un autre scanner qui est en cours d'acquisition pour pouvoir, pour pouvoir assurer la continuité de service. Nous avons des appareils d'échographie avec de très bonnes résolutions. Nous disposons d'un mammographe, d'un appareil de radiographie numérique, de 2 couveuses, de 2 blocs chirurgicaux. Ah, bon. Oui. Et tenez-vous bien, d'une colonne de cystoscopie. Ah, ça. Alors oui, une colonne de cystoscopie, d'un hystéroscope. Donc c'est un matériel vraiment de pointe avec un personnel qualifié, n'est-ce pas, pour le Grand Nord. Voilà. Alors, si l'occasion le permet, nous en écouterons quelques-uns de ces membres du personnel qui font le travail sur le terrain d'ailleurs, pour qu'ils nous parlent un peu du sentiment, d'accord, de ce qu'ils font d'abord et de travailler dans un centre aussi équipé. Ouais. Mais pourquoi dans cette zone, à Saint-Cassé particulièrement? Oui, l'hôpital Brown se situe dans la préfecture de Séquencé, comme vous l'avez dit. C'est à 5 km à l'entrée de la ville de Séquencé, dans le canton de Timbou, pour être plus précis. Oui. Alors, pourquoi cette zone? Parce que la préfecture de Séquencé a longtemps été d'un désert médical. Une étude réalisée en 2015 par l'ONG IT Village a rapporté la rareté des soins médicaux en spécialité. Donc, le manque de spécialistes voilà, dans cette zone. Donc, en accord avec le gouvernement togolais et pour pouvoir accompagner, n'est-ce pas, le gouvernement togolais dans sa mission de rapprocher les soins de spécialité des populations, une couverture sanitaire universelle, la préfecture de Séquencé a été choisie. Voilà. Pour justement donc prolonger, on va dire, donc le maillage territorial en matière de soins de qualité pour les populations du Grand Nord, à savoir celle de la savane, avec les préfectures de Tone et de Mango, oui. Voilà, de Loti, donc ils sont desservis. Mais on imagine aussi que certaines populations des pays frontaliers fréquentent cet hôpital. Est-ce que du point de vue affluence, vous en recevez? Nous en recevons. Nous avons beaucoup de patientes qui nous viennent du Burkina, oui. Du Ghana et quelques-unes du Bénin. Voilà. Nous avons même des patientes qui viennent de Lomé. Donc, oui, bien sûr, vu que l'on leur rapporte la qualité des soins, oui. Et surtout le dispositif qu'il y a. Est-ce que tous les soins sont gratuits? Parce que le plus souvent, c'est ça qui attire aussi du monde. Alors, tous les soins ne sont pas gratuits. Oui. Tous les soins ne sont pas gratuits parce que c'est vrai, bon, il faut d'abord le dire, c'est un hôpital privé. Le but, c'est vrai, c'est non lucratif. Nous sommes dans l'humanitaire, mais il faudrait quand même que l'hôpital puisse fonctionner. Oui. Et voilà, payer le personnel. Donc, de temps en temps, nous organisons des missions comme ça pour complètement casser les coûts. Et aider les populations. Sinon, les consultations, c'est normalement payé, les soins, c'est payé, mais j'imagine à des coûts réduits, quand même à des coûts exorbitants, surtout pour les bourses de ces populations. Oui. C'est le prix, il faut dire que le prix des consultations défie vraiment la concurrence. Nous sommes à des prix des centres publics. Il faut dire qu'au CHR d'Apporon, la consultation en pédiatrie, c'est à 2000 francs, alors que dans notre centre, la consultation en pédiatrie est à 1500. Ouais. Voilà. Les autres consultations spécialisées sont à 3500. Donc, il faut dire que c'est les prix des centres publics. Ça va de soi dans la mesure où si c'est fait pour accompagner les efforts donc, du gouvernement qui a donné son accord et aider les populations, on imagine. Alors, à présent, je voudrais qu'on puisse quand même parler de cette mission. Vous n'en êtes pas à votre première à l'hôpital Brown. Ce sont des campagnes qui ont souvent été organisées. J'imagine, vous le disiez à l'instant, que c'est organisé souvent de temps en temps pour aider les gens. Alors, cette initiative, ça vient d'où et combien en a-t-on déjà fait
hein, pour aller sur des questions beaucoup plus qui motivent cette organisation, cette campagne-là? Alors, actuellement, nous sommes à notre 5e campagne. Ah, Oui, nous sommes à notre 5e campagne. Nous avons commencé, la première campagne a été réalisée en mars 2023, où nous avons opéré et nous avons dépisté et opéré gratuitement. Les coûts des interventions chirurgicales étaient à 0 francs. ah oui. Oui, du bilan préopératoire jusqu'aux ordonnances post-op, c'était pris en charge à 100% par l'hôpital. Nous avons ensuite organisé une autre qui a été prise en charge à 50%. Et voilà, nous continuons, n'est-ce pas, dans cette série voilà. Mais dans il faut dire que dans notre pratique courante, les affections chirurgicales gynécologiques représentent le 4e motif de consultation. C'est ça. Après les pathologies infectieuses, les désirs de grossesse et les consultations prénatales. Mais à chaque fois que nous discutons avec nos patientes, nous leur expliquons la nécessité de se faire prendre en charge Le plus tôt possible, de façon chirurgicale. Mais beaucoup n'arrivent pas à se faire prendre en charge, faute de moyens financiers. Et ce sont des perdus de vue comme ça, où la personne est venue en consultation, on ne la retrouve plus. On ne la retrouve plus. Elle préfère retourner chez elle et continuer voilà, à souffrir ou à se faire prendre en charge de façon traditionnelle. Voilà. Du coup, nous avons vu avec nos partenaires allemands la nécessité d'organiser de temps en temps des campagnes de dépistage et de prise en charge à coût vraiment réduit pour que celles qui n'arrivent pas à venir normalement se faire prendre en charge puissent quand même avoir la chance et l'occasion de pouvoir se faire prendre en charge, moyennant quand même des taux vraiment humanitaires qui leur permettent de dire j'ai la chance de pouvoir bénéficier des soins qui m'auraient coûté les yeux de la tête, la raison pour laquelle d'ailleurs elles ne reviennent pas. Justement, vous avez évoqué les gynécologues allemands qui vous aident le plus souvent à travailler. Qu'est-ce qu'on peut encore en savoir de plus? Est-ce que c'est une motivation pour eux de faire de l'humanitaire? Ou bien dans l'installation même, dans la construction de ces structures, c'était dans les accords que ces médecins viennent le plus souvent vous aider? Ou bien c'est quand il y a les campagnes que vous les appelez en renfort? Alors, il n'y a pas que les médecins gynécologues allemands qui arrivent. Il y a d'autres médecins spécialistes allemands qui viennent. Nous avons parfois des pédiatres, parfois des internistes. Dans les services de gynécologie, nous avons la chance de travailler, de collaborer avec un médecin gynécologue allemand, le docteur Andreas Kleiner, qui est un médecin gynécologue allemand. C'est lui notre médecin référent. Et il faut dire que notre plateau technique est en nette croissance grâce à lui. Donc, nous organisons des campagnes pratiquement chaque 2 mois. Il est toujours là pour nous accompagner, pour nous soutenir. Et c'est une occasion pour nous aussi de pouvoir apprendre de lui, de son expérience. Parce qu'il a une sous-spécialité en scénologie. Il est spécialisé en reconstruction mammaire, en chirurgie des seins, reconstruction mammaire ou diminution de la taille des seins, tout. Donc ça nous permet de pouvoir apprendre de lui et du transfert de connaissances en même temps dans l'idée derrière justement cette collaboration-là. Et bien évidemment, eux aussi ils apprennent des réalités du terrain. Bien évidemment. Qui est complètement différent de leur réalité. Ah oui, c'est vrai. Eh bien, voilà un partage quand même, une complémentarité qui aide à la fois donc l'hôpital, mais qui leur permet aussi de se développer en pensant à de nouvelles perspectives. Et c'est tout le monde qui gagne. On comprend d'ailleurs pourquoi ils sont toujours là. Mais nous parlons d'affection des seins et de l'appareil génital. De quoi il est concrètement question, docteur Avogbedo? Alors, dans notre pratique à l'hôpital Brown, les fibromyome représentent la première affection chirurgicale, la première affection nécessitant des interventions chirurgicales. Après les fibromyome, nous avons les affections du sein, notamment les nodules de sein, principalement. Après, il y a les tumeurs de l'ovaire et puis les prolapsus génitales. Bon. Voilà, en termes de fréquence,
les pathologies auxquelles nous sommes souvent confrontés. Dans cette partie. Mais qu'est-ce qui peut expliquer cette prévalence de ces maladies-là? Est-ce que ce sont les habitudes de vie où il y a un élément particulier qui est lié à l'environnement même? Est-ce qu'il y a eu quand même des esquisses de questionnement? On ne va pas dire études à proprement parler, parce que c'est rare quand même, ces genres d'études. Mais est-ce que vous vous êtes posé des questions pour comprendre un peu pourquoi cette prévalence de ces, justement, maladies du sein et de l'appareil génital? Beaucoup d'études ont été réalisées déjà. Il faut dire qu'en ce qui concerne les fibromyoses utérins, il n'y a pas une cause, à proprement parler, des fibromyoses. Il y a des facteurs de risque. Les facteurs de risque sont des facteurs qui augmentent la probabilité à faire la maladie. Notamment la race noire. La race noire, c'est déjà un facteur de risque parce que des études ont été faites et ils ont trouvé qu'en fait les fibromyoses étaient beaucoup plus fréquentes chez les noirs. Voilà. Donc il y a l'âge. C'est l'âge, la période d'activité génitale. Parce que les fibromyoses sont rares, sinon ils n'existent pas avant la puberté. Et après la ménopause, ils sont vraiment rares. Donc c'est la période d'activité génitale où la femme donne des enfants. Elle a un cycle menstruel régulier. Donc toutes les situations d'hyperostrogénie, quand une femme voit très vite ses menstruations, ou elle voit tardivement, enfin, elle atteint la ménopause tardivement, toutes ces situations-là peuvent augmenter les probabilités d'avoir des fibromyoses. Il ne faut pas oublier qu'on dit souvent que les fibromyoses sont des maladies des nonnes. C'est-à-dire qu'une femme qui n'a pas d'enfant ou qui a une grossesse tardive, à partir de 35 ans, c'est une femme qui est prédisposée, n'est-ce pas, à faire les fibromyoses. Et il y a une composante génétique. Oui, aussi. Qu'on évoque le plus souvent. Il y a de véritables familles à fibromyoses. Voilà. C'est-à-dire que depuis la grand-mère ou une arrière-grand-mère, ça se multiplie, ça se répète dans la famille. Mais est-ce que les populations de la localité, tout ce que vous êtes en train de décrire là, elles ont conscience, elles savent qu'il y a une situation comme ça qui prévaut, où elles sont à l'écoute, bien évidemment, et peut-être c'est faute de moyens qu'elles ne se font pas prendre en charge. Vous avez l'impression qu'elles en ont conscience, surtout ces femmes, et bien évidemment, les époux. Alors, pour toutes celles qui viennent en consultation, nous essayons quand même de leur expliquer les affections, de leur expliquer un peu le mécanisme de survenue. Donc, de temps en temps aussi, il faut dire que nous organisons des émissions dans les radios, de la place, pour essayer d'informer sur certaines pathologies. Donc, oui, je dirais, parce que nous faisons beaucoup de communication pour éduquer la population sur ces affections. Donc, elles ont une idée de ces affections-là dont elles ont une idée quand même, parler. Mais en même temps, parce qu'on ne les voit pas à l'hôpital, vous avez évoqué un aspect le plus souvent, c'est que quand on ne se soigne pas en milieu hospitalier, c'est qu'on se soigne quelque part. Est-ce que, disons, dans les échanges avec les femmes, elles évoquent des thérapies, on sait très bien que nos tradithérapeutes sont à côté, ou c'est cette propension plutôt à aller vers là qu'elles évoquent dans les échanges que vous avez avec elles? La tradithérapie revient très souvent, mais très souvent parce que le premier motif en fait c'est que voilà, elles n'ont pas de moyens financiers à se faire prendre en charge, donc elles ne sont pas là, elles vont vers les guérisseurs, on leur prépare les infusions d'herbes qu'elles prennent, mais en fait, ça ne change rien du tout. Donc, parfois, elles sont obligées, vu les complications qui s'installent, de revenir nous voir en milieu hospitalier pour que nous puissions les aider au mieux. Voilà. Mais c'est vrai que le plus souvent, tout ce qui est raconté, tout ce qui est rapporté par rapport au cheminement vers les tradithérapeutes, quand on en parle, on ne rapporte que les mauvaises expériences. On n'a pas beaucoup de bonnes expériences. Mais est-ce qu'il est arrivé quand même que certaines d'entre elles, même si elles ne sont pas venues, dans les témoignages, vous dites j'ai eu un soulagement? Non. Non, parce que en termes votre expérience, c'est que ce sont les mauvaises expériences que les gens rapportent. De ma petite expérience, non. Parce que en ce qui concerne les affections chirurgicales gynécologiques, quand l'indication est posée et que vous ne
vous ne voulez pas vous faire prendre en charge ou vous n'avez pas les moyens financiers de se faire prendre en charge, c'est délicat. Oui. Parce que les fibromes, ça ne se traite pas avec les tisanes ou avec les médicaments. Il faut, au besoin, les enlever. Il faut forcément les enlever. Voilà. Bon, après, le traitement des fibromes, ça dépend de plusieurs choses, mais il n'y a pas de traitement médical, en particulier les infusions pour traiter les fibromes. C'est une intervention chirurgicale dans la plupart des cas. Alors, c'est vrai que vous ne travaillez pas seul. Vous avez évoqué d'autres collègues, d'autres confrères qui travaillent avec vous à l'hôpital Brown. Je le disais, qu'on aurait à écouter certains d'entre eux, voir pour cette campagne-là, comment l'organisation se fait en place, le dépistage déjà commencé. Nous allons les écouter, puis nous allons revenir pour aborder les aspects liés à cette campagne même qui a déjà débuté. Je le rappelle, depuis le 15 janvier 2024. Nous les écoutons et puis nous revenons. L'hôpital Brown-Sécassé est un établissement hospitalier privé qui est implanté dans la préfecture de Saint-Cassé. C'est un hôpital qui a pour vocation d'accompagner le gouvernement dans son effort de mise en place de structures de prise en charge des malades au niveau de toutes les régions du pays. Donc, dès son origine, l'hôpital Brown-Sécassé veut accompagner le gouvernement pour la mise en place du système d'accès universel aux soins ou de la politique d'accès universel aux soins. Et c'est dans ce cadre-là que périodiquement nous initions des journées portes ouvertes pour faire tomber un tant soit peu la barrière financière qui ne permet pas à une catégorie de la population d'avoir accès aux soins. Et nous avons pour cela l'accompagnement de certains médecins expatriés, notamment des médecins allemands, qui ont pris sur eux de venir nous appuyer de temps en temps. Donc chaque femme qui va arriver au niveau de l'hôpital ne va pas payer la consultation, mais va bénéficier des examens complémentaires dont elle a besoin pour poser le diagnostic de l'affection dont elle est porteuse. Et à l'issue maintenant, nous allons voir dans quelle mesure on pourra assurer la prise en charge. Donc, c'est une campagne de dépistage des maladies du sein et des affections de l'appareil génital chez la femme. Alors, il faut dire que la différence entre les affections de l'appareil génital, c'est que les manifestations cliniques sont beaucoup plus précoces, alors que au niveau des seins, les signes cliniques sont souvent en retard par rapport à la maladie. Donc, c'est là que le mot dépistage intervient. Un dépistage, c'est la recherche ou encore la découverte d'une maladie chez une personne en bonne santé apparente avant l'apparition des signes. Donc, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de femmes qui vivent avec des affections au niveau des seins, mais sans s'en rendre compte. Donc, le dépistage est vraiment important. Et pour ce faire, j'exhorte toutes les femmes qui sont dans la région de Sécassé aux alentours de venir massivement participer à cette campagne pour pouvoir se faire une idée sur l'état sanitaire de leur sein. Alors, en tant que médecin radiologue, j'interviens dans le dépistage échographique des affections du sein. Alors, il faut dire que les affections que le gynéco recherche beaucoup plus, ce sont les nodules. Alors, il faut également dire que ces nodules ont des classes. Donc, il y a des nodules qui sont bénins et il y a les nodules malins. Et il y a deux volets dans cette campagne. Il y a le volet dépistage, comme j'ai dit, et il y a également un volet traitement chirurgical qui va commencer à partir du 27 de ce mois jusqu'au 9 du mois prochain. Donc déjà, la campagne s'est bien démarrée et on a déjà eu une dizaine de cas d'échographie mammaire. Et parmi ces échographies, nous avons déjà recensé plus de 3 ou 4 cas de nodules qui sont opérables. Et donc, certainement que l'équipe chirurgicale va prendre ça en charge à partir du 27 de ce mois. Alors, c'est vrai que quand on voit un peu l'ambiance, elle devient routinière maintenant à l'approche de ces campagnes. Nous l'avons dit plus haut, l'hôpital Brown de Sécassé a déjà commencé, c'est depuis le 15 janvier. À présent, c'est vrai, on parle
de prise en charge chirurgicale des affections du sein et de l'appareil génital. Nous avons vu donc les affections dont il est question, la prévalence et évoquer les raisons qui expliquent cette prévalence-là. À présent, nous allons parler de la campagne elle-même. C'est vrai, c'est à Saint-Cassé que cette campagne se déroule, mais quelque part, j'ai cru entendre que, c'est vrai, l'hôpital est souvent fréquenté par d'autres femmes qui viennent d'autres horizons, mais pour cette campagne, alors, est-ce que vous avez ouvert ou vous limitez ça aux femmes de la localité? Il faut dire que même avec les missions précédentes, toute la population était invitée. Donc, c'est pas, nous n'avons jamais fermé nos portes. Alors, vous ne faites pas de tri? Il n'y a pas de tri. Nous sommes, on ne pose pas de questions sur la provenance géographique des gens. On ne sait pas de voir d'où elles viennent. Bon, on enregistre et puis on passe à la consultation, au dépistage et tout. Nous posons des questions sur la provenance pour pouvoir faire certaines études. Bien évidemment. Mais toute la population est concernée. D'où l'intérêt même de cette émission, n'est-ce pas? Pour inviter les femmes de tout le Togo, les femmes d'ailleurs, qui se sentent à même de pouvoir faire le déplacement et d'aller à l'hôpital Brown. C'est vrai, Saint-Cassé, c'est loin, mais puisque c'est une campagne qui permet de bénéficier d'une certaine prise en charge à coût réduit. C'est bien ça, à coût réduit. Pourquoi ne pas en profiter? C'est vrai, il faut en même temps mesurer aussi en termes de coût, la distance et tout ça, mais ça reste que c'est une chance, c'est une opportunité qui est donnée donc aux femmes qui sont dans le cas. Alors vous l'avez dit, même si on pose la question aux gens de savoir d'où elles viennent, pas question de dire vous n'êtes pas concerné. Pour les statistiques, c'est toujours bon de savoir combien sont venus du Burkina, du Bénin, pour alimenter les études, comme vous dites. Oui. Alors, c'est vrai, revenons sur les dates. J'ai dit que les choses ont démarré le 15 janvier. Mais comment est-ce que le calendrier, même l'agenda de cette campagne a été élaboré et enfin, comment cet agenda se présente? Alors, c'est quoi les étapes de cette campagne? Alors, cette campagne est subdivisée de façon... cette campagne est subdivisée en 2 étapes. Nous allons dire, il y a une première phase de consultation, de dépistage, et il y a une deuxième phase pour les opérations chirurgicales. Donc, la première phase pour les consultations et le dépistage, cette première phase a commencé depuis le 15 janvier. Et elle se poursuit jusqu'au 9 février. Nous avons reçu beaucoup d'appels déjà, venant de Lomé, de Vaughan, de Kara, et même de Mango, du Burkina Faso, un peu d'un peu partout. Oui. Donc, nous avons déjà commencé enregistrer et puis déjà faire les consultations, à dépister chez les femmes, celles qui ont répondu présent. Et dans les appels que nous avons reçus de Lomé et de Vaughan et autres, l'un des motifs les plus fréquents, c'était de savoir si nous étions capables ou à même de prendre en charge les femmes qui ont été déjà dépistées de cancer du sein ou cancer du col, qui ont déjà bénéficié d'une intervention chirurgicale et qui nécessitent maintenant une chimiothérapie ou une radiothérapie. Ah oui. C'était les principales inquiétudes pour ceux qui appelaient. Mais malheureusement, non. Pour le moment, non. Nous n'avons pas encore un centre à proprement dit. Nous n'avons pas de centre de radiothérapie ni de chimiothérapie. Mais avec tous les appels que nous avons eus, la sollicitude et puis l'intérêt, justement. Oui, nous pensons que ça donne matière à réfléchir. Nous allons discuter, n'est-ce pas, avec nos partenaires allemands qui ont un projet d'avoir un centre de prise en charge du cancer du sein à l'hôpital Brown. C'est un projet, du dépistage, du diagnostic, jusqu'à la radio et à la chimiothérapie. Donc ça reste un défi pour nous. Nous pensons que dans les prochaines années, nous allons œuvrer vraiment avec nos partenaires allemands pour pouvoir mettre en place tous ces dispositifs-là. Ce centre-là de prise en charge du cancer du sein. Mais vivement parce que les besoins sont énormes, vous l'avez évoqué. Si ce sont les
les principales préoccupations des femmes, ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui sont dans le cas et de bouche à oreille, le plus souvent comme cela se passe. Ayant appris l'écho d'une telle campagne, les gens ont pensé dans un premier temps qu'elles auraient, ces femmes-là, accès à ces soins. Vivement qu'avec vos partenaires allemands, cela puisse s'installer dans les meilleurs délais et que, au niveau des pouvoirs publics aussi, on puisse commencer déjà à réfléchir, à mettre en place ces genres de structures dans l'extrême nord du pays où les besoins sont énormes. Alors, actuellement, par rapport à ce que l'on fait du 15 janvier au 9 février, ça c'est la première phase, vous l'avez dit. Alors, la deuxième phase, ça va être quoi? La deuxième phase, c'est la phase opératoire, Oui. où nous allons opérer toutes les femmes que nous avons vues, que nous avons dépistées, enfin, celles qui nécessitent des interventions chirurgicales, bien évidemment. Oui. Et nous allons les opérer du 29 janvier au 3 février. Voilà. Bien évidemment, il y aura notre médecin gynécologue allemand, le docteur Kleiner, qui viendra nous appuyer. Mais il n'y aura pas que lui. Il y aura probablement une équipe qui viendra de Lomé, dirigée par le docteur Douagib, professeur agrégé en gynécologie obstétrique. Il est le chef du service de gynécologie obstétrique à Lomé. Oui, ici. Donc, nous espérons vraiment le voir parce que, bon, c'est sans compter sur son programme assez chargé, mais dès qu'il sera disponible, il nous rejoindra. Il pourra vous rejoindre. Donc, une équipe allemande qui va venir rejoindre donc l'équipe locale à l'hôpital Braun là-bas. Et puis, donc, le service de gynécologie ici à Lomé, CHU Sylvanus Olympio, bien évidemment, qui va vous rejoindre là-bas. Voilà quand même du beau monde pour pouvoir aider ces populations. Alors, en ce moment, pour ce qui est dépisté, est-ce qu'on peut avoir une idée déjà des pathologies les plus fréquentes et qui vont être bien évidemment prises en charge à partir du 29 janvier, comme vous le dites? Je le disais tantôt, la pathologie la plus fréquente, c'est les fibromyoses. Oui. Mais il n'y a pas que ça. Il y a les tumeurs du col, notamment les cancers du col, à un stade qui permet l'opération. D'accord. Et nous avons certains nodules du sein. Donc voilà, pour le moment, c'est ce que nous avons c'est ce que nous avons comme possibilité. Non, comme indication opératoire. Voilà. Comme indication opératoire. Par rapport à tout ce qu'on a déjà, donc, et disons, retrouvé chez les femmes, c'est bien ce que vous avez cité. Mais là, vous dites, à coût réduit, on sait qu'il y a la consultation, on sait qu'il y a aussi les examens, certaines échographies, bien évidemment. Et est-ce que tout cela, c'est aussi à coût réduit totalement, de bout en bout, jusqu'à la fin, où vous êtes obligé parfois d'appliquer des taux, vu que justement les dispositifs demandent à ce qu'il y ait peut-être des éléments qui accompagnent? Oui, cette fois, la consultation est gratuite. Oui. Les examens d'échographie seront à coût réduit. Okay. L'échographie pelvienne qui était faite à 6 000 francs, prix public, est ramenée à 3 500 francs. Et les échographies mammaires qui étaient à 15 000, prix public, sont ramenées à 10 000 francs pour accompagner la population. Les coûts des interventions chirurgicales seront également revus à la baisse pour aider. Faciliter cet accès. Nous le disons tantôt, lors des missions précédentes, nous avions fait 100% de prise en charge, 50% de prise en charge. Maintenant, pour certaines patientes, il faut le dire, pour certaines patientes qui nécessitent vraiment une prise en charge à cause de la gravité de leur affection, ces patientes-là pourront voir avec la comptabilité pour déposer ne serait-ce que ce qu'elles ont, pour que nous puissions les opérer. Et puis après, ils verront comment solder. Donc, c'est-à-dire qu'il va y avoir un échéancier pour ces femmes-là où elles prennent une sorte d'engagement quand même pour les aider, faute de pouvoir donc solder dans l'immédiat. Voilà quand même qui relève de ce que vous avez souligné au départ de l'humanitaire. À présent, je voudrais qu'on aborde un autre aspect aussi important, d'accord, de notre sujet. C'est le traitement chirurgical lui-même dont il est question. Vous l'avez dit, les équipes, on l'a vu. Vous nous avez dit que l'équipe de gynécologie du CHU
SOIC à Lomé va se déplacer, une équipe allemande va venir et une équipe locale là-bas. Est-ce que ce sont les seuls ou vous serez amené à appeler d'autres renforts? Ce sont les seules équipes que nous aurons mobilisées. Il y a certains médecins en formation au CHU Oui. qui pourront également se déplacer avec le professeur. Donc voilà. Il faut dire que dans les prochaines missions, nous allons commencer à opérer sous cœloscopie. Sous cœloscopie. Et nous aurons une équipe de médecins anesthésistes réanimateurs allemands qui viendront également soutenir notre anesthésiste. Donc, oui, local. Alors, est-ce que les médecins, peut-être qui nous suivent en ce moment et qui sont intéressés, qui aiment faire de l'humanitaire, qui peut-être n'étaient pas au courant, qui viennent de l'apprendre, si les gens veulent s'enregistrer, venir vous aider, c'est ouvert également? C'est ouvert, nous sommes ouverts, nous sommes disposés à accueillir tous les médecins qui veulent bien venir nous aider parce que la mission elle est grande. Il y a beaucoup de femmes qui nécessitent de l'aide, notre aide. Donc, les portes sont grandement ouvertes. Alors justement, beaucoup de femmes vous dites combien attendez-vous exactement par rapport aux prévisions et déjà ce que vous êtes en train d'observer? Alors, dans les termes de référence, nous avions prévu recevoir 200 femmes en consultation. Oui. Mais avec la première semaine qui vient de s'écouler, nous étions dans les 80 à 85. Oui. Déjà, donc, je pense que le nombre initialement prévu sera largement dépassé. Oui. Alors, au cas où les prévisions, disons, vont au-delà et que ce nombre va être largement dépassé, est-ce que toutes celles dont la prise en charge nécessiterait justement les interventions chirurgicales vont être opérées dans l'immédiat ou vous allez faire une certaine programmation, vu que peut-être si le nombre dépasse, l'équipe en place, vous serez obligé de prolonger ou vous allez différer certaines interventions? Pour mieux servir la population, je pense que nous sommes bien disposés à servir la population. Si le nombre de cas opérés vient à dépasser les prévisions, nous allons augmenter la période opératoire. Oui. Nous pourrions opérer même le week-end. Oui. Oui, parce que voilà, nous sommes là, nous serons sur place pour les prendre en charge. Donc, voilà. Totalement de l'engagement, de la détermination, mais aussi de la bonne volonté pour faire de l'humanitaire. Et donc, l'engagement, il est total. Vous serez là, comme vous dites, c'est très intéressant. Mais déjà, quels sont les dispositifs que l'on a mis en place pour pouvoir assurer les suites opératoires? Parce que le plus souvent, c'est ça aussi l'autre pan de ces campagnes foraines qu'on organise. Vous en avez l'expérience, mais comment est-ce que ça va se passer? Alors, pour les suites opératoires, nous avons tout prévu pour toutes les femmes qui seront qui viendront de la préfecture de Séquencé et de ses environs. Les suivis se feront au centre, à l'hôpital Brown, avec l'équipe médicale qui est présente sur place. Pour toutes celles qui viendront de la région méridionale, de Lomé, voilà, nous disons tantôt qu'il y aura une équipe nous collaborons avec une équipe du CHU Sylvanus Olympio qui pourra continuer le suivi. Le suivi, oui, le suivi une fois qu'ils seront rentrés. Donc elles sont recensées et donc l'équipe du professeur Douaguib donc se mettra à disposition avec un schéma bien défini pour recevoir ces femmes-là et continuer le travail que vous avez commencé là-bas. Alors aujourd'hui, en termes de recommandations par rapport à tout ce que nous sommes en train de dire, les gens nous écoutent, il y a des femmes qui appellent déjà, comme vous l'avez dit, il y en a déjà qui sont en route, qui quittent donc le sud du pays. Il y a le plus souvent un phénomène, sinon une certaine attitude que l'on remarque au sein de nos populations pour la prise en charge hospitalière, parfois des époux, des chefs de famille qui sont pas très réceptifs ni non plus peu ouverts à ce genre d'initiatives, à ce genre de démarches. Mais en même temps,
Il y en a qui aussi, même s'ils acceptent, ils accompagnent pas forcément. Si vous avez aujourd'hui des recommandations à formuler à l'endroit donc des populations, on imagine que certaines femmes sont déjà en route d'ailleurs, peut-être sans ou avec l'autorisation de leur mari. Donc, il y a tout ça, c'est nos réalités. Qu'est-ce que vous avez à dire aujourd'hui? Alors, je dirais que il faut toujours soutenir les patientes, nos femmes, nos mamans, nos sœurs. Il faut toujours les soutenir. Il ne s'agit pas seulement d'un soutien financier, mais aussi d'un soutien psychologique. L'idéal serait de les accompagner en consultation pour pouvoir écouter et puis comprendre de quoi elles souffrent. Je pense que ça améliorerait beaucoup leur état d'esprit. Parce que c'est pas facile de se faire opérer. C'est déjà un stress psychologique important. Donc, elles ont besoin des soutiens des maris, de leur famille. Et voilà. Donc, je pense que dans le Grand Nord, avant que la femme ne vienne en consultation, elle a besoin d'une autorisation de son mari. Parfois, cela ne se fait pas. Donc, je pense que nous allons effectuer un travail à ce sujet où nous irons dans les communautés pour essayer de sensibiliser au mieux les familles, les pères, pour qu'ils puissent s'associer oui, à la prise en charge de leur patiente. De leur patiente, de leurs parents, sinon de leur épouse. Oui. Mais en même temps, il y a certaines femmes aussi qui sont dans le désespoir, peut-être parce que même si on dit que c'est à coût réduit, une fois que ça reste une question de coût, on sait que les gens se disent « Ah, moi je n'ai même pas d'enfant ». Quoique vous avez évoqué tout à l'heure la possibilité pour certaines de prendre un engagement et après voir un peu avec le service comptabilité comment venir après assurer les échéanciers. Mais quel aujourd'hui message vous avez adressé à ces femmes-là qui seraient dans le désespoir? Ben, je leur dirais que l'hôpital Brown-Séquencé a ses portes grandement ouvertes. Nous sommes disposés à œuvrer dans l'humanitaire. Donc, peu importe l'affection qui vous tracasse, je pense que les portes sont ouvertes. Vous pouvez venir, vous faire examiner, vous faire dépister. Nous allons discuter, nous allons essayer de voir comment vous apporter notre aide. Et puis, en ce qui concerne le coût, il vient en dernière position. La santé n'a pas de prix. Oui. Donc, déjà, il faut venir. Venez déjà. Venez nous voir. Et puis, nous verrons comment faire pour que vous soyez pris en charge. Je pense que c'est le plus important. Ça reste de l'humanitaire, de toute façon. Vous êtes décidé donc à les aider, à les accompagner. Alors, docteur Afogbedo, c'est vrai qu'on a parlé pratiquement de tous les aspects de cette campagne. Nous avons vu, on a fait un focus sur cet hôpital-là qui fait beaucoup de choses. On en entend souvent parler. C'est vrai que c'est la première fois que dans les grands enjeux sur ce Docteur TV, nous en parlons. On a dit beaucoup de choses. Les affections courantes, l'hôpital lui-même, la campagne elle-même, comment est-ce qu'elle est étalée en termes d'agenda. Nous avons vu un peu la phase la plus importante qui est donc celle des prises en charge chirurgicales à proprement parler. Alors c'est vrai, actuellement, le dépistage, sinon les consultations, ont déjà commencé. Vous l'avez dit, depuis le 15 janvier. Cela va se poursuivre jusqu'au 9 février. Et les prises en charge même, à proprement parler, il y a certaines femmes d'ailleurs qui nécessitent des interventions qui vont être prises à partir donc du 27 janvier, sinon le 29 pour la suite de la campagne. Alors, gynécologues allemands et togolais vont certainement se retrouver, vous l'avez dit aussi, mutualiser leurs efforts pour pouvoir aider les parents avec un transfert de connaissances où les uns les autres, vous allez partager beaucoup de choses. Alors, si vous aviez donc encore un dernier message à adresser, qu'est-ce que vous diriez? Je remercierai d'abord nos partenaires allemands. Je remercie le président de l'ONG IT Village, M. Dablé, ainsi que toute l'équipe des médecins, des professeurs qui nous soutiennent à l'hôpital Brown-Séquencé. Je tiens à encourager déjà nos mamans, nos femmes qui souffrent d'une affection particulière à s'approcher de nous pour se faire prendre en charge.
Et je remercie déjà celles qui nous appellent déjà, celles qui arrivent de partout. Nous sommes disposés à vous recevoir et à apporter notre expertise pour que vous alliez mieux. Merci. Docteur Yannick Avon-Bédor, vous êtes gynécologue obstétricien à l'hôpital Brown. L'hôpital est situé à Saint-Cassé, dans l'extrême nord du Togo, à la frontière avec le Burkina Faso, et même avec le Bénin. Voilà. Et donc vous avez dit, et le Ghana, vous avez dit que vous recevez donc les femmes de tous ces horizons-là à cet hôpital. Merci d'être passé. Vous êtes venu nous parler donc de la campagne de dépistage et de prise en charge chirurgicale des affections des seins et de l'appareil génital chez donc les femmes du milieu que vous organisez du 15 donc janvier 2024 au 9 février. Merci d'être passé. Nous allons vous suivre de près et après on va se retrouver pour faire le point de cette campagne-là. Bon retour, vous avez fait une longue route, plus de 600 km. Rentrez bien et que Dieu vous accompagne. Vous retrouviez donc vos coéquipiers, vos collègues et surtout les patientes qui vous attendent. C'est sauf afin que vous puissiez leur redonner donc cet espoir. Merci chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Le tout premier numéro de cette année 2024 est passé. Meilleur vœu encore, bonne année à vous. Nous vous souhaitons le meilleur. Le meilleur reste d'ailleurs à venir sur la Docteur TV, votre chaîne. À très bientôt.